Combien de fois j'ai eu des membres qui sont entrés dans mon bureau et j'avais le goût de leur dire « My gosh, t'aurais dû venir me voir il y a 6 mois. » Salut, ici lieutenant Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Aujourd'hui, on va parler des aumôniers. Va voir l'aumônier est une phrase qu'un grand nombre de militaires ont entendue à un certain point dans leur carrière. Le rôle des aumôniers militaires consiste à donner des conseils aux militaires et à les guider lorsqu'ils vivent des problèmes de nature personnelle. Ils font partie du personnel militaire depuis plus d'un siècle. Le major Richard Bastien est ici avec nous aujourd'hui pour nous apprendre davantage sur que font les aumôniers pour venir en aide à nos troupes. Le major Bastien est l'officier d'état-major de l'aumônier de l'armée canadienne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Adam. Je suis content d'être ici. Donc, parlez-nous un petit peu de vous-même. Comme il a été dit, mon nom, c'est Richard Bastien. Ce que j'aime dire d'entrée de jeu, c'est que je suis premièrement marié depuis près de 37 ans avec une magnifique épouse, André, qui est ma conjointe, bien sûr. Et on a 2 magnifiques enfants qui sont maintenant adultes. Samuel, mon garçon, qui est aussi dans les forces canadiennes comme Traffic Tech. En français, on dit technicien de mouvement. Et notre fille qui est mariée, Christina, qui est mariée à Jean-Philippe et demeure à Montréal. Je suis aumônier, comme il a été dit, à l'état-major de l'armée. Alors, je soutiens. Mon rôle présentement, c'est plus un rôle d'officier d'état-major. Je soutiens l'armée de commandement qui supervise tous nos aumôniers de la force régulière, de la force de réserve à travers le Canada pour l'armée canadienne, les forces armées, c'est-à-dire l'armée de terre. Mais je suis aussi, je me suis rendu disponible, bien qu'on ait soutenu par les aumôniers d'Ottawa. Je me suis quand même rendu disponible pour être le padré du QG, parce que ça fait partie aussi de qui je suis. Je n'ai pas toujours été aumônier dans les forces armées canadiennes. J'ai joint les forces assez tard, à 40 ans. Mais j'ai joint comme officier de logistique parce qu'à ce moment-là, même si ça faisait une vingtaine d'années que j'étais pasteur ordonné, pour des raisons purement académiques, je ne me qualifiais pas pour devenir aumônier. On m'a offert d'être officier logistique. Alors, j'ai vu ça comme une opportunité de rentrer quand même dans les forces armées canadiennes. J'étais attiré par les forces, par tout ce que ça représente. Et je savais que je pourrais m'impliquer parallèlement comme volontaire dans nos chapelles militaires puis avec les aumôniers, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et puis, lorsque j'ai été au QG de la 2e division maintenant à Longue-Pointe à Montréal comme G4 Opération, l'aumônier de division, qui est aujourd'hui notre aumônier général, a entendu parler de moi, savait que j'étais ordonné, je m'impliquais dans les chapelles et m'a demandé carrément pourquoi tu ne te joins pas à l'aumônerie. On a tellement de besoin d'aumôniers. Ouais. Et j'ai donné les raisons. Pour faire une longue histoire courte, étant donné que j'avais pu prendre d'autres cours pendant tout ce temps-là, bien, on a été capable d'aller chercher tous les crédits, dans le fond, que j'avais de besoin pour devenir aumônier à travers un système de reconnaissance. Et puis, finalement, bien, l'aumônerie m'a offert de transférer. Puis, j'ai dit oui. Alors, ça m'a donné une opportunité de faire un autre 10 ans comme aumônier. Ça, c'est une vraiment belle histoire. Puis, en plus de ça, je trouve ça vraiment intéressant que vous avez fait mention de votre famille parce que, juste en préparation pour le balado, on parlait tout justement du rôle de l'aumônerie envers non seulement les soldats, mais aussi les familles des soldats. Oui, absolument. Et justement, l'aumônerie, les aumôniers sont là pour vraiment améliorer, on dirait, l'efficacité opérationnelle d'une unité. Alors, on n'est pas juste la personne que tu peux aller voir pour pleurer sur son épaule. Oui, ça l'implique ça, mais c'est beaucoup plus que cela. En fait, on est là pour le soutien moral de l'unité et le bien-être des membres. Et on le fait à travers, bien entendu, un soutien pastoral, counseling, guidance spirituelle, religieuse et le fait de prendre soin des membres. J'avais vu un poster une affiche dans un gymnase de PSP qui disait quelque chose comme qu'ils étaient là pour s'assurer ou pour aider les membres à être physiquement aptes, fit pour la tâche. Et je me suis dit, c'est en plein ce qu'on fait. Nous, on s'assure que les membres sont spirituellement aptes ou fit pour la tâche. C'est ça qu'on fait. On veut s'assurer qu'ils sont spirituellement prêts à être déployés, à aller en exercice, à faire leur travail. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de spiritualité, tu as remarqué, je ne parle pas nécessairement de religion.
OK? Oui, ça l'inclut, la religion ou la pratique d'une religion, mais le focus est beaucoup plus pour tous les membres et ça transcende, là, peu importe qu'on est croyant, qu'on est incroyant ou athée ou agnostique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de spiritualité. Et c'est intéressant parce que maintenant, on a une DAOD 5516-3 là, qui est référence avec les accommodements religieux ou spirituels, a une définition maintenant de la spiritualité. Et je vais simplement vous la lire. Ça dit que la spiritualité s'entend de profondes convictions ou croyances personnelles volontaires qui se rattachent à la foi spirituelle d'une personne. J'ai l'habitude de dire, la science ou le rationnel va te dire le comment que les choses arrivent, comment c'est arrivé. La spiritualité va te dire le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Et tout le monde, quel qu'il soit, à un moment donné, lorsqu'il passe par des temps difficiles, une crise existentielle, une crise familiale, on a tous le même genre de questions. Pourquoi ça m'arrive, ça? Et la résilience spirituelle, c'est justement la capacité de récupérer la force émotionnelle ou psychologique ou même physique nécessaire pour s'adapter à l'adversité. On vit tous de l'adversité. Tu as été déployé, j'ai été déployé. Il y a de l'adversité, il y a des choses traumatisantes. Et la résilience spirituelle, ça signifie avoir la force spirituelle intérieure pour rebondir après des situations difficiles. En anglais, on dit bounce back. J'ai toujours cette illustration dans les films de Rocky. Comment est-ce que ce gars-là se faisait frapper d'une façon incroyable, puis il était toujours en train de se relever. Hein? Ouais. Toujours bouncing back. Puis je trouve que c'est une bonne illustration de ce que c'est la résilience, justement. C'est malgré les hits, malgré les frappes que la vie nous amène, un enfant malade, une épouse qui nous laisse ou un conjoint qui nous laisse, ça fait mal, c'est difficile. Et la résilience spirituelle, ça nous amène à être capable de rebondir puis même d'être une meilleure personne. Et les aumôniers sont là justement pour accompagner nos membres dans cette dynamique-là. Je trouve ça intéressant, particulièrement, vous avez parlé de déploiement, parce que lors de mon déploiement, je pense d'une perspective spirituelle, comment j'ai vraiment développé, mais j'ai certainement vu d'autres personnes développer dans toutes sortes de directions. Il y avait des gens qui étaient vraiment spirituels ou comme concentrés sur leur religion. Il y a des gens qui étaient un petit peu moins religieux à la fin, mais certainement, il y avait aussi des gens qui étaient extrêmement plus religieux, spirituels, puis ils se sont joints ensemble beaucoup et notre aumônier, c'était Padre Kevin Olive. Il était là, puis il était là pour eux autres, puis il a joué un gros rôle pendant le déploiement. Oui, absolument. Et c'est ce qu'on s'attend des aumôniers. Et c'est la plus-value d'un aumônier, parce qu'un aumônier, particulièrement dans l'armée, est rattaché, est muté directement à l'unité. Donc, l'unité a son aumônier. Et ça fait toute la différence parce que, par exemple, on a des aumôniers cliniciens qui travaillent avec les services de santé mentale. Fait qu'eux sont dans un bureau quelque part. Il faut que tu prennes rendez-vous pour aller les rencontrer. C'est des sessions qui vont durer un certain temps. Puis après ça, un autre rendez-vous. Puis eux vont emmener une espèce de rapport clinique. Ce que moi, puis il y a une formation spéciale pour ça. Moi, je ne peux pas faire ça, mais ce n'est pas mon rôle nécessairement. Mais mon rôle, c'est d'être avec l'unité. On appelle ça, nous autres, notre ministère de présence. Et ça, c'est la plus-value d'être avec nos gens. On s'entraîne avec eux, on est déployé avec eux. Quand il y a un party à l'unité, on est avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le party comme eux autres vont faire le party, mais on est là présent. Parce qu'on veut qu'ils nous connaissent, puis on veut les connaître. On connaît la chaîne de commandement, la chaîne de commandement nous connaît. Alors, il y a une relation de Confiance. De confiance. Oui. Une relation de confiance qui se développe. Et dans ce sens-là, on est fiers de dire qu'on soutient tous nos membres. On est là pour soutenir tous les membres militaires, incluant leur famille. Encore une fois, par exemple, si je compare avec mes collègues au niveau médical, eux, dans leur protocole, ils ne peuvent pas offrir de services auprès des familles, auprès des non-militaires. Nous, on le fait. Nous, on peut le faire. Et peu importe la confession religieuse du membre, peu importe leur pratique ou qu'ils ne pratiquent pas, peu importe leur croyance, peu importe qu'ils représentent une certaine diversité, nous, on accueille tout le monde.
Tout justement, en parlant de ça, vous avez fait mention un petit peu de la définition de spiritualité, mais certainement, de ce que je comprends, les aumôniers, généralement, individuellement, ont une certaine religion. Mhm. Avec le développement des différentes religions, on a des sikhs, des bouddhistes, etc. Comment est-ce que le corps des aumôniers gère ces spiritualités-là quand peut-être il y a du personnel limité pour supporter toute cette grande diversité de foi-là? Alors, on a 3 priorités, si on veut, dans notre rôle. OK? La première priorité, c'est qu'on doit prendre soin de tous. Comme j'ai mentionné, peu importe qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils soient de la même religion que nous ou pas, on prend soin de tous. Donc, on plaide en leur faveur auprès de la chaîne de commandement et on facilite l'exercice de pratiques religieuses s'ils ne sont pas de la même dénomination que nous. Alors, s'ils sont de la même dénomination que nous, bien là, c'est facile. On peut exercer, comme on dit, le ministère auprès des nôtres. Donc, aumônier catholique avec aumônier catholique, aumônier protestant avec aumônier protestant. On a aussi des imams qui représentent donc la foi musulmane. On a des rabbins qui représentent la foi juive. Et on est en processus aussi d'essayer de recruter des aumôniers, des leaders religieux qui représenteraient d'autres groupes de foi comme bouddhistes, sikhs, etc. C'est un défi parce que, je pourrais le mentionner un peu plus tard, là, mais il y a des critères bien, bien spécifiques aussi pour devenir aumônier dans les Forces armées canadiennes parce que aussi on est des officiers. Alors, il faut rencontrer aussi des critères à ce niveau-là, qui n'est pas nécessairement le cas pour tous ceux qui voudraient appliquer pour devenir aumônier. Alors, on s'adresse à tout le monde et lorsqu'on ne peut pas leur donner le service religieux qu'ils ont droit, bien, on va les référer simplement soit à un collègue qui pourrait le faire ou à un leader, un représentant religieux local. Bien souvent, ils le connaissent eux-mêmes de toute façon, mais lorsqu'on est déployé, ce n'est pas toujours le cas. Alors, quand on est déployé, on va faire cette recherche-là, justement, pour s'assurer qu'on connaît les leaders religieux locaux pour être capable de référer nos membres s'il y a lieu. Comme j'ai mentionné, on travaille de près aussi avec la chaîne de commandement. On connaît la chaîne de commandement. Alors, c'est facile pour nous d'intervenir pour un membre. Et je dis souvent, combien de fois j'ai eu des membres qui sont entrés dans mon bureau et j'avais le goût de leur dire « My gosh, tu aurais dû venir me voir il y a 6 mois. » On est capable encore de travailler avec, mais là, le dossier a tellement traîné. Des fois, ils sont désabusés, perdu confiance envers la chaîne de commandement, ils n'ont pas de réponse à leurs questions, sont frustrés, ils ont le goût de quitter les forces. Et ça fait mal, ça, lorsque des gens quittent les forces parce qu'ils n'ont pas eu satisfaction, on n'a pas pris soin d'eux, on a mal pris soin d'eux. Bien que je sais que la chaîne de commandement est vraiment dédiée pour aider les membres. Des fois, ils sont juste même pas au courant parce que ça ne s'est pas... le cas n'a pas été souligné un peu plus haut. Bon, des fois, il y a des changements, il y a des mutations, surtout dans l'été. Là. Combien de fois, lorsqu'on revient de vacances en août, en septembre, les gens nous arrivent, ils sont frustrés parce que leur filière est perdue quelque part, parce qu'il y a eu un changement de commandement, puis un changement de superviseur. Et c'est frustrant pour les membres. C'est là que l'aumônier, lui, qui a accès à tous les niveaux de la chaîne de commandement et qui connaît la chaîne de commandement dans son unité, bien, lui, il est capable d'aller poser les bonnes questions à qui de droit puis s'assurer que la filière, comme on dit en bon québécois, ne tombe pas dans une craque. Oui, c'est ça. T'sais? Je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que moi, je me rappelle, comme quand j'ai commencé à Saint-Jean, les gens avaient un petit peu l'attitude aussi, s'ils allaient voir l'aumônier, c'était comme signe de faiblesse parce que, tu sais, on est jeunes militaires, puis on veut être là, puis on veut être tough, puis, tu sais, s'il faut que tu parles avec quelqu'un, c'est à cause que tu as une faiblesse personnelle de quelque sorte. On a beaucoup parlé des services puis tout ça, mais qu'est-ce que vous direz peut-être aux jeunes soldats qui commencent puis qui se disent « Ben moi, j'ai pas besoin de parler avec personne, puis je vais régler mes propres problèmes, ça va être correct. » Qu'est-ce que vous direz à un jeune soldat qui est dans cette position-là, que peut-être il y a des affaires, faut qu'il travaille dessus, que tout justement, on veut pas que ça traîne son dossier pendant des mois et des mois et des mois? Bien, c'est justement le concept maintenant du leadership des Forces armées canadiennes, c'est de... Puis on apprend ça même dès le début dans nos phases, c'est de ne pas être isolé.
de ne pas s'isoler et de penser qu'on est capable de tout régler par nous-mêmes. C'est plutôt le contraire. On a besoin de nos partenaires. Hein? C'est le team building. C'est l'idée de travailler en binôme. On apprend ça dès le début, qu'on travaille en binôme. On a besoin de nos partenaires. Mais nos partenaires, là, c'est pas juste les gens qui sont de la même profession que nous. C'est toute la panoplie des services que les Forces armées canadiennes nous offrent. Alors, si je me casse une jambe, là, est-ce que je vais dire « Ah, je suis fort, moi, je vais m'en sortir moi-même. » Mais non, on va tout de suite aller voir le médical pour qu'il puisse régler le problème. Pourquoi que ce n'est pas le cas lorsqu'on a un problème de santé mentale ou lorsqu'on passe à travers une crise? Pourquoi qu'on n'irait pas voir la bonne personne qui peut justement nous aider puis nous soutenir et nous aider à trouver aussi la bonne ressource? Parce que c'est ce qu'on fait comme aumônier. On n'est pas la ressource, mais on est capable de trouver la ressource selon le besoin du membre. Alors, c'est plutôt l'inverse. Tu es fort quand tu es capable de reconnaître tous les partenaires qui sont là pour travailler avec toi. Je vais vous poser une question juste de même qui ne fait pas partie du script, mais ça m'a fait penser. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui abusent le système, qui prennent avantage de ça? Je veux dire, les gens sont le reflet de la société. Alors, d'une façon générale, est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'abuser du système? La réponse est oui, ça existe. Ça existe partout à travers le Canada, des gens qui essaient d'abuser du système. Moi, je veux croire que nos membres, nos militaires sont assez professionnels pour ne pas chercher à abuser le système, mais plutôt de bénéficier du système. Alors, plutôt de parler de quelqu'un qui abuse du système, ça, c'est relatif, ça, parce que chacun a son histoire. Là. C'est facile de pointer quelqu'un et dire qu'il abuse du système. Non, pour moi, il bénéficie du système parce que c'est pas à moi à décider s'il y en a de besoin ou pas. On a des professionnels qui font cette analyse-là. Puis moi, je veux juste faire confiance aux professionnels qui sont capables de dire cette personne-là a besoin du système. Alors, plutôt que de parler d'abus, on parle de bénéfices. Et il y a des gens qui bénéficient du système, mais tout le monde peut bénéficier du système. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Oui. Et de mieux en mieux, on le fait, là. Bien, c'est certainement. Moi, je trouve, en tout cas, comme si je regarde ma carrière, là, j'ai trouvé le rôle des aumôniers a certainement, comme mon attitude a beaucoup changé envers ça, de quelque chose que, tu sais, à cette heure comme officier, que je peux recommander à mes soldats s'il y a des problèmes à régler ou une ressource que je peux tomber dessus, pas juste pour mes besoins, si j'ai besoin de quelque chose, mais pour offrir aux soldats s'il y a des situations qui sont peut-être un petit peu hors de mon contrôle, que je peux pas facilement régler, mais que peut-être quelqu'un d'autre pourrait les aider. Oui, absolument. Ça m'amène justement à parler du programme Sentinelle. Il y a plein de gens qui ont entendu parler de ce programme-là, en fait, qui est beaucoup plus une formation, un training. Alors, c'est quoi le programme Sentinelle? C'est un groupe de personnes qui sont des non-spécialistes, on va les appeler comme ça, mais qui sont formés, supervisés, dont le mandat consiste à améliorer des contacts humains au quotidien, un peu comme tu disais, grâce à un ensemble de comportements puis d'attitudes pour le bien-être de leur père. Dans le fond, ce qu'on dit en anglais, c'est le body system. Il n'y a rien de mieux qu'un père, P-A-I-R, là, quelqu'un qui est capable de détecter comment ça va. En fait, l'objectif, c'est d'augmenter l'écoute active parmi les collègues afin qu'ils soient capables de, justement, détecter des signes, des symptômes de détresse, d'offrir un soutien ou de référer. Alors, quand on forme des sentinelles, ils ne deviennent pas des spécialistes, ils ne deviennent pas un aumônier, mais ils deviennent un peu, comme un commandant avait dit, des détecteurs de fumée. Tu sais, un smoke detector, là, détecteur de fumée. Tu sais, ce qui fait juste à dire, oups, il y a peut-être un incendie là, qui s'en vient. Alors, on forme les gens assez, puis c'est pas une longue formation, une demi-journée, là. On les forme pendant une demi-journée avec des spécialistes aussi qui viennent pour simplement qu'ils soient habilités à dire, ah, tu sais, il y a peut-être de quoi là, à investiguer, puis d'offrir de l'aide. Et ces gens-là peuvent être identifiés. Maintenant, on a un insigne, là, une patch là, pour les sentinelles. C'est une formation qui est reconnue à travers le programme Mighty. Et c'est tellement bien reçu parce que lorsque les gens
les gens, des fois, ont besoin de ventiler puis de se confier. Puis comme j'ai mentionné, ils ne le feront pas auprès de la chaîne de commandement parce qu'ils ont peur des représailles. Puis des fois, le padré n'est pas toujours disponible. Alors, ils peuvent se tourner vers un sentinelle ou une sentinelle puis dire « Hey, il faudrait qu'on se jase, là. » Et là, le sentinelle, simplement, il ne prendra pas le fardeau, mais il va être capable de travailler avec son padré ou travailler avec la chaîne de commandement ou travailler avec les services de santé pour justement aider le membre. Moi, je connais quelques gens qui ont même pris l'entraînement, puis ils n'ont rien que des bonnes choses à dire à propos de ça, puis ça l'a servi au moins en quelques circonstances. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, padré, j'aimerais ça être un padré, mais je ne suis pas religieux. » tu sais. Ouais. Mais ça, c'est une occasion justement de s'impliquer un peu plus là, pour aider nos collègues. Puis ça s'applique en dehors du militaire aussi. Comme même personnellement, j'ai participé à des interventions où que des gens étaient dans des vraiment mauvaises places puis avaient besoin d'aide. Ouais. Puis avoir ces connaissances-là, ça sert non seulement les soldats, mais aussi les Canadiens en général. Oui, dans toute notre vie, dans notre famille aussi, là, parce que dans le programme de Sentinelle, on les forme justement à être capables de détecter certaines détresses, et puis on parle justement des symptômes au niveau du suicide, toutes ces choses-là. T'sais. Alors, comme j'ai mentionné, ça ne fait pas d'eux des spécialistes, mais ils ont assez de connaissances pour être capables d'aider les gens. Encore là, on fait bien attention de ne pas mettre le fardeau. C'est pas 24/7. Ils ne deviennent pas sentinelles le soir, les fins de semaine. C'est au travail. C'est avec les collègues que ça se passe. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses avant qu'on finisse ça? Bien, écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je peux peut-être juste mentionner que, bien entendu, lorsqu'on rencontre nos membres, on le fait avec toute la confidentialité que ça demande, sauf pour 3 raisons. Bien entendu, s'il y avait une menace pour la vie du membre ou celle des autres, là, on peut pas garder, on est tenu de ne pas garder la confidentialité, l'abus d'enfants ou sur un ordre de la cour. Mais en dehors de ça, les gens peuvent aller voir leur padré, puis ils peuvent avoir l'assurance que ce qui va se discuter derrière les portes closes, que ce soit pour le membre ou leur famille, ça va être gardé de façon confidentielle. Et justement, de profiter de cette ressource qui est disponible 24/7, 7 jours sur 7. L'aumônier, lui, est toujours disponible. Il y a toujours un aumônier sur chaque base. Il y a toujours un aumônier en devoir. Alors, il faut profiter justement de cette ressource et de ne pas s'empêcher d'aller jaser avec l'aumônier. Pas juste pour les mauvaises raisons ou les temps difficiles, mais aussi, quand ça va bien, l'aumônier aime toujours ça, jaser avec les gens. Comme en ce moment. Oui, absolument. Bon, merci beaucoup, monsieur. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Ça, c'était le major Bastien qui nous parle de l'aumônerie. Pour ceux qui écoutent, si vous êtes dans le militaire, n'hésitez pas de parler avec votre chaîne de commandement à propos du programme Sentinelle parce que c'est vraiment un bon programme. Puis ça vous donne la chance d'être là pour vos amis et vos coéquipiers. Donc, parlez à votre chaîne de commandement, faites des recherches, puis apprenez-en plus à ce sujet-là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, vous inscrire au balado pour nous suivre et évidemment, l'Armée canadienne sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Moi, je suis le lieutenant Horton. Prenez soin de vous.